Bonjour à tous, bonjour à toutes et bonjour Danny Trom. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Vous organisez depuis quelques années maintenant un séminaire à l'EHESS intitulé « Les Juifs et l'Europe ». Et le livre que vous publiez aux presses universitaires de France résonne de manière incroyable finalement avec notre actualité israélienne la plus récente. Le titre du livre, c'est « L'état de l'exil » et le sous-titre « Israël, les Juifs, l'Europe ». Alors on va évidemment évoquer cet ouvrage et l'intérêt qu'il présente, cette recherche qui est à la fois historique, sociologique, philosophique, une recherche très fouillée, mais c'est difficile de ne pas commencer tout de suite par vous demander votre avis, votre point de vue sur ce qui se passe en ce moment en Israël relativement précisément aux institutions étatiques de l'État d'Israël, cette réforme de la justice qui est en train de passer à la Knesset, voulue par le nouveau gouvernement, et contre laquelle vous avez protesté dans un article de cas dont on parlera aussi. Quel est le problème précisément? Peut-être nous exposer l'essentiel de cette réforme et les raisons pour lesquelles vous considérez qu'elle est dangereuse pour Israël, pour la démocratie et peut-être pour le fait juif aussi, globalement. Oui, alors, il faut placer cette réforme, là on est sur l'actualité à l'intérieur de l'État d'Israël aujourd'hui, placer cette réforme dans l'ensemble des réformes qui sont proposées par cette nouvelle coalition, ce nouveau gouvernement. Il y a la réforme du système judiciaire qui a pour point de mire d'amputer la Cour suprême d'un certain nombre de ses prérogatives, mais il y a aussi une volonté de modifier le statut des territoires occupés, et il y a eu aussi, dans les pourparlers, une volonté de réformer la loi de retour, ou de la modifier. Il faut les prendre, à mon sens, ensemble. Alors, qu'est-ce qui unifie ces trois choses finalement? Ce qui unifie ces trois choses, c'est d'abord un certain rapport à la terre, au territoire, qui n'est pas seulement le fait du sionisme religieux, mais que le sionisme religieux a promu depuis le début et qui s'est, en quelque sorte, diffusé à l'intérieur d'autres partis, y compris le Likoud, qui est le parti de droite qui était libéral, mais qui l'est de moins en moins. Donc c'est à la fois le statut de la terre, le rapport à la terre d'Israël, qui est pensé de plus en plus comme un territoire qui revient aux Juifs de droit divin, et c'est une crispation autour de l'identité juive qui, là, est en quelque sorte ramenée à sa définition strictement halachique. Ces deux gestes, sacralisation de la terre et rétrécissement de l'idée de ce qu'est un juif à la définition halachique, ce sont deux choses qui sont contradictoires avec l'esprit du sionisme tel qu'il s'est développé dès le départ. Donc, on est dans une situation... En quoi c'est contradictoire? Peut-être il faut l'expliquer aussi. Alors, c'est contradictoire parce que pour, disons, le sionisme hégémonique, dans toutes ses versions, il y a une pluralité de courants sionistes, le rapport à la terre n'a jamais été un rapport de sacralisation. Hormis peut-être pour cette petite fraction nommée Mizrahi, le sionisme religieux, qui connaît son évolution propre, surtout depuis l'occupation des territoires à partir de 1967. Mais le mouvement sioniste, pour partie, a cherché une terre n'importe où. Ça pouvait être situé en Afrique, pour peu que puisse s'y édifier un État pour les Juifs, tandis que le sionisme à l'est de l'Europe avait une prédilection pour la Palestine, mais cette prédilection pour la Palestine n'allait pas de pair avec une volonté de créer un État. Donc vous avez aujourd'hui une situation à l'intérieur de l'État d'Israël où vous avez à la fois un État fort, ce que ne voulait pas le sionisme, disons, dans la tradition de l'Ouest, avec une sacralisation de la terre, ce que ne voulait pas le sionisme issu de l'Europe de l'Est.
Voilà. Donc on est en quelque sorte dans une situation où on est au bord d'une rupture. Alors là, vous dites contradictoire avec le sionisme, mais peut-être aussi avec le judaïsme, selon vous, ou pas. C'est ça. Alors, ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que le sionisme s'est compris essentiellement comme une révolution, comme une volonté de rompre avec le passé juif. Mais, quand on regarde de plus près, le sionisme a quand même transporté avec lui toutes les coordonnées politiques de la vie en exil. Alors, à la fois toutes les coordonnées politiques et toutes les expériences politiques modernes que les Juifs ont traversées. Les courants sionistes qui pensaient complètement rompre avec avec la construction traditionnelle juive était extrêmement marginale. C'est eux qui voulaient édifier un citoyen hébreu, et elle était complètement marginale et n'a jamais eu véritablement d'écho en Israël. Donc, malgré la volonté affichée du sionisme de rompre ou de faire une révolution, le sionisme a imperceptiblement transporté avec lui les dilemmes de la politique juive en exil. Alors, l'état de l'exil. On va revenir sur le titre de votre livre, parce que ça paraît paradoxal finalement. L'état, c'est précisément d'avoir un état. L'exil, c'est de ne pas en avoir ou d'être hors de cet état. Oui. Comment est-ce qu'on peut... pourquoi est-ce que l'on ne pourrait pas considérer que la création d'un état autorise l'idée d'une sortie de l'exil, comme on le pense généralement? Mais précisément, on ne le pense pas en général. Ceux qui le pensent en général, c'est ceux que vous venez d'évoquer et qui sont, disons, à la droite de ce gouvernement de droite. En réalité, l'espérance messianique n'était pas adossée, ne pouvait pas être adossée sur un programme d'action. C'était une espérance et il était, disons, à l'initiative de Dieu de restaurer les Juifs dans leur domaine. Le sionisme n'a jamais voulu restaurer les Juifs dans ce sens-là. Ce que les sionistes ont voulu faire, et je parle là des différentes versions du sionisme, c'est soit de mettre les Juifs d'Europe sous abri, parce que les Juifs en Europe, malgré l'émancipation, comme disait Herzl, continuent d'être persécutés. C'était ça la nouveauté à la fin du XIXe siècle. L'émancipation était censée résorber le problème de l'antisémitisme, et Herzl constate qu'il y a certes émancipation, et pourtant discrimination, et pourtant potentiellement persécution. Et à l'Est, la situation, là où ce n'étaient pas les Juifs individuellement qui étaient émancipés, puisqu'ils ne l'avaient pas été à l'Est. Dans l'Empire russe, en tous les cas, ils ne l'avaient pas été. Dans l'Empire austro-hongrois, c'est différent, ça dépend des régions. Mais dans l'Empire russe, les Juifs ne sont pas émancipés, et donc a subsisté à l'Est de l'Europe l'idée que les Juifs ne sont pas des individus de confession juive, mais qu'ils forment encore un peuple, quelque chose de substantiel. Et là, le sionisme visait tout simplement à organiser une société juive majoritaire dans son berceau historique. Et là, la question du berceau historique jouait un rôle important parce que précisément, c'était les Juifs de l'Est étaient des Juifs qui sortaient à peine de la modernisation, de la pression modernisatrice de la société traditionnelle. Et cette société devait être tout simplement une société égalitaire. Les penseurs étaient influencés par le socialisme, l'anarchisme, tels qu'ils inspiraient les mouvements de libération à cette époque. Alors pour résumer ce que vous dites, si je peux me permettre, on a l'impression que ce soit à l'Est ou à l'Ouest,
on a envisagé des possibilités de survivre, soit par l'émancipation individuelle, soit par la constitution, disons, de zones qui seraient autonomes dans le cadre d'un empire, etc. Exactement. Et que l'échec de ces deux mouvements, finalement l'un et l'autre, qui sont deux échecs différents, mais qui sont quand même deux échecs, a conduit à la fois l'Est, les Juifs de l'Ouest et de l'Est, à penser, à trouver une solution qui serait de dire maintenant il faut mettre les Juifs dans un État où ils pourraient trouver un refuge et sortir de cette malédiction, si je puis dire, de la persécution. Absolument. Voilà ce qui s'est produit. Voilà. Mais ce qui est donc, ça c'est très important de le dire, l'État d'Israël est le produit des contradictions politiques européennes. Il est le produit, et c'est pour ça que dans l'article de cas qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, je dis que l'État d'Israël est l'enfant des Juifs d'Europe. C'est ça. Globalement, l'État d'Israël serait l'enfant de l'Europe, en tout cas de la situation des Juifs en Europe. Avant d'en arriver là, parce que c'est le point central, effectivement, dans votre thèse, si je puis dire, en tout cas des éléments que vous apportez. Pourquoi est-ce qu'il serait si difficile de faire, j'allais dire, coïncider Israël, le peuple d'Israël, avec un État et une nation, un État-nation éventuellement? Pourquoi ces deux notions ne pourraient-elles pas, in fine, même si c'est par accident de l'histoire, si je puis dire, se produire? Prenez la situation de Herzl à la fin du XIXe siècle. En principe, un mouvement de libération nationale suppose un certain nombre de données de base. Il y a un peuple, ou il y a une population relativement homogène, installée sur un territoire, qui manifeste la volonté d'autonomie et d'autogouvernement. Herzl se retrouve dans la situation où, d'abord, il n'y a pas de peuple homogène, il n'est pas assis sur un territoire puisqu'il est dispersé, la condition de l'assemblement n'est pas posée, et il n'y a pas de volonté juive de se donner quelque chose comme un État dans lequel il exprimerait sa volonté générale. Donc il est obligé artificiellement, de tout construire. Et la manière dont il le fait, c'est de dire, certes, les Juifs n'ont pas de volonté, mais je vais exprimer une volonté qui va, disons, coïncider avec leurs besoins. Je vais moi, donc l'apparitionniste, promouvoir une solution, exprimer les besoins des Juifs, créer un État que les Juifs vont finir par abonder. Donc, et c'est ainsi que ça s'est passé, l'État d'Israël n'a donc pas procédé de la volonté des Juifs. Et ne procédant pas de la volonté des Juifs, il se trouve qu'il n'est pas un État-nation. Alors, vous avez un livre extrêmement documenté, je l'ai dit tout à l'heure, vous développez beaucoup d'aspects, on ne peut pas aller partout, mais dans l'introduction, vous annoncez quand même la couleur, et je vous cite, cette phrase qui me paraît centrale, « Ce livre n'a d'autre ambition que d'arrimer l'État d'Israël à la condition exilitique de laquelle il ne peut ni ne doit sortir, s'émanciper. » Vous souhaitez donc qu'Israël conserve cette dimension exilitique, même s'il y a un État, que les Juifs continuent à vivre en Israël comme s'ils étaient en exil, finalement. Ce serait une condition de laquelle, vous dites, ils ne pourraient ni ne devraient s'émanciper. Alors expliquez-nous pourquoi ils ne pourraient pas et pourquoi ils surtout ne devraient pas penser à autre chose qu'à cette condition exilitique. Alors, d'abord, cela nous ramène à votre première question. Ceux qui le veulent, c'est ceux que nous avons au gouvernement aujourd'hui. C'est eux qui veulent en quelque sorte couper l'État d'Israël de la trajectoire de l'expérience des Juifs d'Europe. Donc vous voyez bien, vous me demandez pourquoi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le seul moyen de s'opposer au projet du gouvernement tel qu'il se présente aujourd'hui. Alors, réinscrire l'État d'Israël
dans l'histoire de l'Europe et dans l'histoire des Juifs d'Europe. Telle est l'ambition de ce livre. Mais pour le réinscrire à l'intérieur, pour réinscrire l'État d'Israël à l'intérieur de l'histoire juive, il faut reconnaître d'abord qu'il y a une politique juive, et puis se demander, est-ce que l'État d'Israël s'inscrit dans le prolongement d'une politique juive? Et ma réponse est oui. D'une part, on peut interpréter l'État d'Israël non pas comme une révolution, mais comme un prolongement, dans de nouvelles conditions, d'une politique juive. Et deuxièmement, cette politique juive qui a connu des inflexions importantes avec la modernité politique européenne, a généré, c'est elle qui a généré le sionisme comme, disons, un courant politique parmi d'autres. Il se trouve que parmi cet ensemble de courants, c'est celui probablement qui, on le constate a posteriori, a eu le plus grand succès, puisqu'il a quand même livré un produit avec lequel nous sommes aujourd'hui, qui est là devant nous. Et alors, en quoi est-ce que cet État est l'État de l'exil? C'est pas qu'à l'intérieur on se sente en exil, c'est pas du tout ça que ça veut dire. L'État de l'exil veut dire qu'il n'est pas un État-nation, mais qu'il est l'État du peuple juif qui ne se trouve pas à l'intérieur de l'État. Donc l'État est l'État du peuple juif. Pourquoi? Parce que ce sont les Juifs à partir de l'Europe qui se le sont donnés, c'est bien le sens du mouvement sioniste, mais il produit certes quelque chose qui s'appelle une citoyenneté israélienne. Il y a certes des Juifs qui sont nationalisés, on les appelle des Israéliens, mais cet État ne peut pas nationaliser le peuple juif, parce que le peuple juif est par construction hors de l'État. Il est par construction hors de l'État, puisqu'il est une minorité dispersée. Oui, voilà. C'est très clair. Mais, vous dites que donc Israël, l'État d'Israël était produit, enfanté par l'Europe, la situation de l'Europe. Mais il y a quand même une histoire d'Israël avant l'Europe, si je puis dire, y compris sur cette terre, comme on sait. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce que ça ne peut pas réapparaître, cette dimension historique qui dépasse la conjoncture, finalement, qui a amené factuellement l'État d'Israël à être créé? C'est vrai, mais cette dimension n'a jamais disparu, puisque le dispositif de l'exil est quand même quelque chose de très particulier. C'est accepter une aliénation suite à une défaite, accepter une dispersion, mais l'accepter dans l'idée qu'un jour il y aurait restauration. C'était un départ dans lequel le retour était déjà anticipé. Donc la terre d'Israël a toujours été au cœur de la vie en exil. Oui. Alors, elle l'a été pas seulement dans l'imaginaire, mais elle l'a été souvent concrètement aussi. Oui. Donc, qu'est-ce que vous faites de cette dimension-là? Eh bien, elle est intégrée. Elle y est, elle est intégrée. Pour finir, in fine, le sionisme qui a été quand même, tout au début du XXe siècle, tiraillé entre, disons, les partisans d'une solution territoriale, éventuellement en Ouganda, en réalité c'est au Kenya, mais en Ouganda, et ceux qui tenaient absolument à ce que ce soit la Palestine, même si c'était une région vaguement délimitée, ce sont les palestinophiles qui l'ont emporté. Mais ils ne l'ont pas emporté parce que le mouvement... Alors, ils l'ont emporté parce que les territorialistes ont été mis en minorité, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier non plus que, après le pogrom de Kishinev, même ceux qui voulaient la Palestine ont adhéré à l'idée d'Herzl que pour finir, n'importe quel abri pourrait faire l'affaire. Imaginez l'État d'Israël en Ouganda ou en Kenya, c'est quand même pas la même chose. Ça ne serait pas devenu la même chose. Vous avez l'air de dire que ça aurait pu être ça ou ça. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire aussi. Ça aurait pu être mieux dans le sens où les Juifs auraient acquis un lieu
ou former une société majoritaire et s'assurer un abri, mais ça aurait été pire, naturel. Et en ce sens, ils auraient pu continuer de rêver à Jérusalem comme ils l'ont toujours fait, mais ça aurait pu être pire, parce que naturellement, un État situé en Afrique aurait probablement engendré des rapports avec son environnement. Donc on imagine un tout petit peu avec la critique du post-colonial qui existe aujourd'hui, aurait mis cet État dans une situation extrêmement délicate. Pas meilleure en tout cas que celle qui. Pas meilleure que celle-là. Maintenant, vous parlez beaucoup des Juifs d'Europe. Maintenant, bon, il y a aussi les séfarades, les Juifs d'Afrique du Nord en général. Oui. Là, peut-être que eux, ils n'avaient pas la même vision que celle que vous décrivez, et que peut-être c'est eux qui ont fait basculer, peut-être en partie aussi, le projet européen précisément vers un. Je sais pas, je suggère cette idée. Non, mais c'est très juste. Ce qui s'est passé effectivement, c'est que les vagues migratoires qui sont arrivées d'Afrique du Nord, mais pas seulement, il y en a eu des Juifs, des Mizrahim, il y en a eu des plus anciennes, du Yémen, qui existent déjà dans les années 20. Mais pour prendre les choses globalement, les grandes vagues migratoires liées au départ, voire à l'expulsion des Juifs des pays arabes ou musulmans, a fait qu'Israël a été abondé par une population qui n'a pas fait l'expérience européenne. Et c'est un problème. Alors, là, vous allez vous faire, allez vous faire critiquer. Alors, d'abord, il faut. Les séfarades sont un problème. Vous allez bien sûr, non, mais c'était un problème pour le projet sioniste tel que le concevait le leadership de l'État d'Israël au moment de sa naissance. Maintenant, d'abord, il faut faire des distinguos. Les choses ne sont pas aussi claires parce qu'on parle de Mizrahim, on parle on ne parle pas non plus d'une population homogène. Mais je vois où vous voulez en venir. À mon sens, le grand problème n'a pas été tant le fait que des populations de Mizrahim sont venus abonder l'État. Le grand problème de l'État d'Israël, c'est que le stock européen qui était censé abonder l'État a été détruit. C'est ça le grand problème. Donc ça, les sionistes n'avaient pas du tout pu anticiper une situation de cette sorte. Et donc, ils ont imaginé, il ne faut pas oublier qu'avant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs européens forment 90% du judaïsme européen. Vous entendez ? 90%. Mondial, oui. Donc, les Juifs d'Afrique du Nord ou d'Égypte ou d'Irak ou d'Iran, tous ensemble ne forment pas 10% de la population juive mondiale. Donc, dans la vision sioniste, c'était absolument pas essentiel. Et donc, avec le double mouvement qui était à la fois la destruction des Juifs d'Europe et puis après ça, la naissance chaotique de l'État d'Israël dans une situation de conflit avec les pays arabes voisins, a précipité la venue de populations effectivement qui, elles, n'ont pas fait l'expérience européenne, étaient plus traditionnalistes pour une partie d'elles, pour une grande partie d'elles, et qui, il est vrai, n'a pas toujours été traité par, disons, l'establishment socialiste tel qu'il a gouverné l'État Ashkenaz jusqu'à la fin des années 70, disons, début des années 80, à la fin des années 70, quand Begin arrive au pouvoir, c'est la première fois que la gauche perd l'hégémonie. Elle reviendra au pouvoir, les choses ne sont pas aussi claires, mais bon, là, la bascule se fait pour la première fois. Bien entendu, c'est à la fois un échec, disons, d'avoir convenablement pris en compte les problèmes de cette population, qui est un problème social, et c'est à la fois un effet du système d'éducation israélien qui permet aux sous-groupes de se reproduire, et donc là, il y a peut-être aussi ce qu'on pourrait appeler un échec éducatif. Un échec éducatif, mais cet échec éducatif est lié au fait que la population étant tellement hétérogène,
la population qui a abondé l'État. Je ne parle même pas des Arabes israéliens, qui elle aussi a son propre système éducatif, que pour ménager cette hétérogénéité, il fallait que chaque sous-groupe puisse se développer selon ses coutumes, ses habitudes. Et donc, c'est vrai que ça contribue en tous les cas à la polarisation que nous connaissons aujourd'hui en Israël. Et pourquoi vous avez peur qu'Israël soit souverain finalement sur sa terre? Mais l'État est... On a l'impression que ça vous paraît quelque chose qui menacerait quelque chose de fondamental. Alors, l'État est souverain sur sa terre. Il n'est pas moins que les autres États. Simplement, dans sa naissance, dans le mouvement de sa naissance, il s'est aliéné une partie de sa souveraineté. Et ça, il l'a fait quand il a voté la loi du retour. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'a pas pu se donner de constitution. On pense toujours, si vous relisez l'historiographie israélienne, tout le monde dit il n'y a pas de constitution parce que ça aurait semé la zizanie entre religieux et laïcs. Oui. En fait, prenez le débat à la Knesset, ce n'était pas du tout ça le point. Le débat à la Knesset, ce qui fait ressortir, c'est que les députés se sont dit qui sommes-nous pour décider de la constitution d'un État dont des populations à venir seront des citoyens. Donc le sujet constitutionnel n'est pas complet. Le problème, c'est qu'il ne peut jamais être complet, puisque dans la définition même du peuple juif, les Juifs sont hors de l'État. Mais vous voyez bien que c'est un avantage énorme de ne pas précisément être un État-nation, parce que il n'y a pas de nécessité, comme en Europe, et regardons toutes les formidables difficultés dans lesquelles se trouve l'Europe, il n'y a pas de nécessité d'une identification avec l'État. Ça ne veut pas dire que l'État n'existe pas, mais l'État est quelque chose sur lequel le peuple s'adosse. Il n'est pas État-nation dans le sens où quand l'État d'Israël s'exprime, et il s'exprime par voie diplomatique, il a des représentants, il ne parle pas au nom des Juifs. Il parle au nom des Israéliens. De tous les Israéliens. Oui. Mais justement, de tous les Israéliens, c'est-à-dire de deux corps politiques distincts à l'intérieur de l'État, qui sont le corps majoritaire formé des Juifs et le corps minoritaire formé des Arabes palestiniens. Ah bon, pour terminer, parce qu'il faut malheureusement terminer cet entretien, sur l'article dont on parlait tout à l'heure dans la revue K, que vous avez publié récemment à propos de ce nouveau gouvernement, vous écrivez notamment, je vous cite, « Est-il possible qu'un jour l'État d'Israël se révolte contre le sionisme politique moderne qu'il a pourtant enfanté ?» Donc le sionisme, comme vous l'avez défini, disons, de Herzl. « Est-il possible que, dans la foulée, l'État d'Israël, de son côté, si on peut dire, se détourne de la diaspora comme un enfant se détournerait de ses parents ?» Est-ce que nous en sommes là? Parce qu'on voit bien qu'il y a des signes aujourd'hui de fracture entre les communautés de diaspora, la diaspora, que ce soit en France mais aussi aux États-Unis, et les Israéliens et la politique israélienne, comme si à un moment donné, peut-être que ces deux mondes s'opposeraient ou en tout cas ne joueraient pas la même partition. Alors, oui, c'est une possibilité, ou disons, jusque-là, on y songeait assez peu. En même temps, il faut regarder le résultat de ces élections avec un certain recul. Pour finir, le sionisme religieux, même en incluant ce petit parti extrémiste, a fait 10% des voix, pas plus. Il est allié à d'autres composantes. Je n'entre pas dans le détail. Donc, il ne faut pas, pour l'instant, dramatiser. Le problème, c'est qu'il est arrivé au pouvoir et qu'il y a une majorité et que le pays n'ayant pas de constitution, il peut causer des dommages considérables à la forme de l'État d'Israël, c'est-à-dire la forme qu'a pris l'État d'Israël comme produit de l'expérience des contradictions politiques qu'ont vécues les Juifs en Europe. Alors, est-ce qu'il est possible qu'il se retourne? Il faut d'abord bien voir que, je dis bien, qu'il se détourne et pas que nous nous détournions de lui. Oui.
ce n'est pas, et c'est très important, ce n'est pas dans le sens des juifs libéraux américains qui voient un pays virer vers la droite, etc., qui dit dans ces conditions, oui, c'est ça, notre soutien n'est plus du tout acquis, etc. Non, c'est pas ça du tout. Là, c'est l'État lui-même qui se détourne contre les juifs, qui se détourne des juifs d'Europe. Alors, à quoi voit-on cette chose-là? Et on ne voit pas suffisamment l'enjeu de deux fronts qui ont l'air distincts et qui sont complètement reliés. C'est dans la volonté de réforme en direction des Palestiniens et dans le sens de la réforme en direction des Juifs. En direction des Palestiniens, c'est en quelque sorte annexer les territoires tout en ne disant pas ce qu'ils vont faire exactement avec ce qui ne sera plus une minorité, qui sera la moitié de une population énorme. Qu'est-ce qu'elle en fera? Et en fait, elle ne le dit pas, parce qu'en fait, elle ne croit pas tellement à la nécessité de l'égalité, et en cela, naturellement, ne croyant pas dans la nécessité de l'égalité et du respect des minorités, elle est complètement étrangère à l'expérience des Juifs d'Europe, qui ont construit cet État pour résoudre le problème d'une minorité structurelle qui pâtissait de son statut de minorité. Donc là, il y a une rupture évidente. Et l'autre côté, c'est de restreindre la compréhension des Juifs selon la halakha, qui n'est pas le cas de la loi du retour. Qu'est-ce qu'elle fait, la loi du retour? Elle essaye de donner la définition la plus extensive possible de ce que peut vouloir dire juif. Donc, elle recueille en quelque sorte juif, les Juifs. Oui. Parce qu'il fallait bien trouver un moment quelque chose. C'est quand même large comme vision. Extrêmement large. Et ses enfants, et les conjoints. Et les conjoints, et les ascendants. Donc, ça fait. Donc là, on parle de venir à avoir. Donc, en fait, elle veut décrocher. Cette extrême droite veut, en quelque sorte, décrocher l'État d'Israël de l'expérience des Juifs d'Europe, dans lesquels les Juifs empiriquement en Europe sont extrêmement divers. Et ils sont divers précisément parce que c'est là qu'ils ont forgé leur conscience politique moderne et qu'ils sont entrés dans la dynamique de la. David Frum, aujourd'hui, c'est 5% de la population juive mondiale. C'était 90%. Qui ça? Les Juifs d'Europe. Vous parlez des Juifs d'Europe comme si c'était, comment dirais-je, quelque chose qui vaudrait. Là, on est dans un différentiel incroyable. C'est vrai. Il n'empêche que le projet vient d'Europe. C'est important. C'est-à-dire, c'est pas tellement la question du nombre de Juifs. D'ailleurs, tournez-vous aujourd'hui en direction des États-Unis depuis 2-3 ans et demandons-nous s'ils ne sont pas en train de commencer à faire une espèce d'expérience européenne, alors qu'on les croyait complètement à l'abri de ça. Donc, la question, quand je dis l'Europe, je désigne en réalité moins un lieu géographique que la manière dont la modernité a percuté le fait juif et a transformé ce qui signifie être juif à l'ère moderne. Vous parlez de la diaspora en général, finalement. En général, bien sûr. Je voudrais quand même ajouter que tout l'establishment israélien, de gauche, du centre, et même de la droite libérale, et voire parfois de la droite nationale, est quand même vent debout contre ce nouveau gouvernement, qui peut-être finira par être mis en minorité. Voilà, on sent que c'est un peu votre espoir. On aura l'occasion, j'imagine, d'en reparler. Sur toute, je dirais, cette histoire, vraiment une mine d'éléments, de mise en perspective historique. L'état de l'exil, Israël, les Juifs, l'Europe. Dany Trom, merci beaucoup, publié aux éditions des Presses universitaires de France. Merci à tous pour votre attention. Thank you.